Merci d'être aussi nombreux. Enfin, je vois qu'il y a plus de filles, donc merci d'être nombreuses. Donc ça, c'est peut-être lié à Marcel, je pense. Ouais. Donc comme le disait Jean, déjà je suis très content d'être ici. Et donc c'est vrai que sans faire du misérabilisme primaire, moi je suis né dans un quartier de Seine-Saint-Denis, qu'on appelle souvent un quartier populaire, mais moi je le rebaptise quartier impopulaire, puisque c'est un quartier où les gens ne veulent pas vivre. Enfin, ceux d'ailleurs, nous en fait on y est très très bien. Et donc je suis né avec des parents qui ne savaient pas lire et écrire. Donc j'ai été doublement marqué au fer rouge, des parents qui ne savaient pas lire et écrire, et elle naît dans un quartier de Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3 comme les gens disent. Donc moi j'ai été marqué, et je pense que je serai marqué à vie. C'est ce que je disais dans le livre aussi. Je serai pauvre toute ma vie. Je serai pauvre dans ma tête toute ma vie, quoi. J'ai des réflexes de pauvre, je ne prends pas de taxi, sauf quand je suis en Inde et ça coûte 15 centimes. Voilà, j'ai des complexes à avoir, à avoir accès à ce que j'ai là. Aujourd'hui, j'ai quand même une situation, je suis quand même pas le pire. Grâce au livre et grâce au film qu'on a fait, j'ai fait un tour de France et puis j'ai vu qu'il n'y avait pas que les quartiers qui étaient dans la merde aussi. Il y a des bleds de France où en fait les gens où il n'y a pas de transport, il y a tout ça, quoi. Donc bref, pour en revenir à ce que tu disais, donc quand tu as des parents qui ne savent pas lire et écrire, forcément ça te marque un peu, parce que quand moi j'étais petit, quand on allait à la poste par exemple, quand tu avais ce petit branleur de 25 ans qui parlait à mon père comme un demeuré, c'était quand même... donc j'en ai voulu beaucoup à mes parents de se laisser marcher sur les pieds. Sauf qu'eux, ils sont nés dans un pays où les premiers blancs ou les premiers français qu'ils ont vus, c'était les soldats. Voilà. Donc, et à chaque fois qu'il y avait un français qui leur parlait, pour eux c'était comme leur maître encore. Donc quand tu es né avec ça, quand tu en plus grandis dans une mairie de gauche, où le fait d'être arabe, on te balance à la tête sans cesse que tu es une victime, que tu vas pas t'en sortir, tout ça mélangé, quand t'es gamin, quand t'es pas fier de tes parents, quand t'es né dans un quartier, tout ça, tout en fait ça mélangé, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais pour aller vite, tu grandis avec un sentiment où t'es pas à l'aise, quoi. Tu peux pas être heureux si tes parents sont pas heureux, parce que moi, mes parents n'étaient pas heureux. Voilà, peut-être que c'est des généralités ce que je vous dis, mais c'est vrai que de se construire comme ça, en fait, de se construire avec une estime de soi qui est proche de moins 50, avec... en fait, on a une mémoire blessée, nous. Voilà, moi, quand je ferme les yeux et quand je pense à mes ancêtres, c'est pas une mémoire qui... C'est des gens qui ont vécu sous le joug colonial pendant 132 ans. Ils sont en fait arrivés en France pour bosser, en fait ils ont été méprisés. Donc je veux dire, c'est dur de... Et puis moi, mon père, je lui en ai voulu de venir en France pour quémander du travail dans son ancien colon quand même. Il y a quand même un truc de... un peu... Voilà, c'est un truc de... je sais pas, schizophrénie un peu. Tu vas aller demander à un pays qui t'a fait du mal, quoi, qui t'a quand même... Moi, il y a mes parents qui sont dans un pays où il y a mes parents qui ne pouvaient pas aller... qui ne pouvaient pas lire et écrire. Après, on nous dit souvent qu'il y a eu des rôles positifs de la colonisation. Pour moi, le truc le plus important, c'est d'être libre, quoi. Donc ils n'avaient pas le droit de vote, ils n'avaient pas tout ça, quoi. Bon, bref. Et donc, d'être né avec ça, de grandir avec ça, et surtout, ce qu'on n'a pas fait, moi je trouve, entre la France et l'Algérie, c'est qu'on aurait dû en parler très très vite après la guerre d'Algérie. On a laissé couvrir le truc, comme l'a fait la France et l'Allemagne. C'est vrai que la France et l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, après on ne fait pas des parallèles avec ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne, mais après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tout mis sur la table, ils se sont parlé, et nous le blème, c'est que ça se transmet de génération à génération, et c'est même pire que ça. C'est un sentiment, moi je pense, qui est post-traumatique. À cause des silences de mes parents, à cause des non-dits de mes parents, il y a un moment, je me demandais ce qui s'est passé, quoi. Moi j'aurais aimé que mon père et ma mère me parlent de la colonisation. Qui m'en parlaient. Ils m'en ont jamais parlé. Ils ont commencé à m'en parler quand moi,
Grâce à mes études, grâce à mes voyages, j'ai fait un tour du monde à vélo, je suis parti vivre en Australie, c'est là que j'ai compris plein de choses. Il y a un moment, j'ai dit à mon père et ma mère, dites-moi, racontez-moi. Et à cause des non-dits, t'es dans une sorte de... Et il paraît que j'ai même lu ça dans des bouquins de psychologie, c'est que ça saute une génération. Je suis plus en colère que mes parents. Hein, enfin, alors que je n'ai pas vécu, moi, le truc. Donc, c'est des trucs comme ça qui sont... Après, grâce au voyage, grâce à tout ça, tu commences à trouver quand même une paix, un peu, parce que sinon, tu peux pas être que dans la haine, c'est pas bon. Mais ce que moi, je vis et ce que moi, je ressens, je pense être un truc que ressentent beaucoup de gens, qui n'osent pas le dire, parce qu'on ne veut pas vous fâcher, enfin, déjà de dire « on » et « nous », alors qu'on est du même pays, mais... Voilà. Et moi je pense qu'il est quand même temps, je pense que là ici, je pense que si vous êtes là, c'est qu'on est en mesure de se parler, donc même si on n'est pas d'accord, et malheureusement on n'a pas d'espace de débat. Tous les gens qui sont invités à la télé, donc ils n'osent pas, ou si en fait ils le disent, donc ils vont être taxés d'extrémistes. Voilà, c'est ça le problème. Alors, bon, c'est une histoire lourde que tu avais vécue, et ça on ne peut que le respecter en tant que tel. Et en même temps, un moment heureux. Et j'ai bien aimé ce que tu as écrit sur la cité. Finalement, tout le monde en dit du mal, beaucoup de gens, et toi, tu l'aimes ta cité. Est-ce que tu pourrais expliciter ce que t'a apporté la cité? La cité, ouais, c'est vrai. Ben, donc je pense que c'est la même chose que quand on vit dans des... Enfin, peut-être que c'est la même chose ici. Quand plus tu vis dans des endroits petits, plus tu crées des relations entre les gens. Moi, je suis né dans un quartier qui avait une mauvaise réputation, parce que, bon, ceux qui franchissent jamais le périph', je travaille en tant que journaliste, donc les confrères viennent jamais nous voir, sauf quand il y a des faits divers. Et moi, ce que j'ai appris dans cette cité, j'ai vécu dans une tour où, au premier étage, il y avait une famille malienne, au deuxième, il y avait une famille espagnole, au troisième, une famille portugaise, au quatrième, une famille normande, ou peut-être qu'elle était de l'Orne, hein. Qui sait, mais voilà. On peut tout craindre. On peut tout craindre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on était tous des fils de prolos. Nous, il n'y avait pas du tout de couleur. Et on a commencé à parler de couleur avec ces enfoirés de SOS racistes qui ont inventé le mot beurre, là, qui est un mot exceptionnellement dégueulasse. C'est en fait comme si je vous appelais face de crème. Voilà. Nous, on n'était pas des beurs, nous, on était des Français. On était nés en France. Après que nos parents viennent d'Algérie ou de Mars, ça nous concerne nous. Et en 2017, quand quelqu'un écrit un article sur moi, il parle encore de mes origines. Mais laisse-moi tranquille avec mes origines. D'accord, laisse-moi tranquille. Sarkozy, qui est quand même plus métèque que moi, et ben ce mec, on ne parle plus de ses origines. Ce qui montre bien que c'est une question de couleur de peau. Voilà. Un noir, moi j'ai des amis noirs qui sont nés en France, qui ont des enfants, qui sont nés en France, qui ont des enfants, qui encore sont nés en France, donc qui sont français de la 3e génération. On leur dit encore d'origine camerounaise. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est des gens qui sont nés en France, qui payent leurs impôts en France et qui vont sans doute mourir en France. Donc le truc très schizophrène, le truc où tu sens qu'il y a... Et ça, c'est lié à notre passé, il faut être honnête. C'est lié à la colonisation, c'est lié à l'esclavagisme. C'est dans l'inconscient collectif. Donc soit on se remet en question, on essaie de tous bosser ensemble. Sinon, vous verrez, le discours que je tiens, c'est le même discours qu'on tient depuis 40 ans. Et c'est le même discours qu'on va tenir dans 40 ans. Il y a un... Voilà. Alors là, c'est vrai, des fois, je dévie. Non, mais on ne sait pas de nulle part, parce qu'il faudra le charme de trouver le bouquin. Et on va tout dire, voilà. On n'a pas le temps, c'est pas le lieu. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a un poids, puis ça commence mal, parce que finalement, tu découvres tes problèmes avec les mots, ouais. Tu découvres la mixité sociale qui explose, ouais. Tu découvres un univers délinquant, enfin je veux dire, les débuts de Nanir, bravo, hein, c'est que tu as déjà un arrière-plan lourd dont on ne parle pas. Et en plus, dans le démarrage de la vie, ça commence très fort, hein, ou presque. Oui, alors, il est vrai que quand mes parents sont arrivés à Lissani, donc ils ont été logés dans un bidonville de 9 mètres carrés, et ensuite, en 1968, ils ont été logés à la cité Maurice Thorez dans un F5. Pour eux, c'était l'hôtel Hilton. Il y avait des placards, il y avait une baignoire, et sauf que mes parents, ils étaient persuadés qu'ils avaient fait le plus dur en arrivant
à la cité Maurice-Thorez. Ils ne connaissaient pas la jungle qui est quand tu es dans un quartier. En fait, le problème, c'est que quand moi j'étais chez moi, il y avait plein d'amour. J'ai la chance d'avoir 7 sœurs, donc j'ai été élevé par des filles. Et dès que je sortais dehors, c'était la bagarre, c'était les bastons. On était nés dans des quartiers où il y avait beaucoup de problèmes sociaux. Et ce que je raconte dans le livre aussi, quand j'étais jusqu'en CM2, on était dans des classes où il y avait une mixité sociale, mais une vraie mixité sociale. Dans ma classe, il y avait des profs de médecins, il y avait des fils de médecins, pardon, il y avait des fils de profs, il y avait une vraie mixité sociale. Et comme c'est des mômes qui bossaient, ça nous donnait envie de bosser. Parce que la particularité numéro 1 chez les gamins, c'est qu'ils font du mimétisme. Si tu es dans une classe où tout le monde bosse, tout le monde bosse. Et je suis passé du CM2 jusqu'en 6e. En CM2, j'étais le 12e de la classe. En 6e, j'ai fini premier. Je me suis demandé comment ça se fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que les 12 premiers, ceux qui me poussaient à bien bosser, ils étaient tous partis dans des collèges UP. Ils avaient fait jouer la carte scolaire. Nous, en fait, on n'était pas au courant. Nous, en tant que fils de prolo, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Ou ils prenaient une langue rare pour aller ailleurs. Donc on s'est retrouvés dans des classes en 6e, on était à 40. J'étais dans des classes où il y avait des mecs qui avaient 5 ans de plus que moi. J'avais 11 ans, 12 ans à l'époque, les mecs ils avaient 15-16 ans. Comme c'est des mecs qui faisaient des bêtises, toi tu as fait pareil qu'eux. Et on avait des profs, faut être honnête, c'est le même système que les flics. J'ai rien contre les profs, moi c'est plutôt le système que je dénonce. Mais on nous envoie des profs qui ne veulent pas être là, c'est normal. C'est les profs qui sont les plus mal notés. C'est comme les flics qui sont les plus mal notés. Ils sont jeunes. Ils ne connaissent pas le terrain de la banlieue, c'est des gens qui viennent des petits bleds comme chez vous. Les mecs, ils voient 3 noirs ou 3 arabes, pour eux, c'est l'émeute. Et donc, c'est ça qu'on avait. Et nous, quand nos profs ils sont absents, c'est pas comme dans les collèges de Neuilly-sur-Seine. Hein. Les profs peuvent être absents 3 mois, 6 mois. Nous c'est vrai que quand on est gamin, c'est cool. On se dit on va pouvoir... c'est vrai que quand t'es môme, quand ton prof il n'est pas devant toi, mais en fait on se rend pas compte. Et moi c'est là que ça a commencé, c'est là que j'ai commencé à glisser vers la pente, parce que moi, je pense que j'étais un bon élève. Et ce qui m'a sauvé, c'est que même si j'ai pas l'air, j'ai eu cette faculté d'être pas trop con. C'est que même quand je ne suivais pas, j'arrivais à suivre quand même. Donc j'ai fait un peu illusion, je suis arrivé jusqu'en 3e, seconde, première, terminale. L'année du bac, j'ai eu quelques problèmes avec la justice de notre pays. J'ai fait un petit passage à Fleury-Mérogis, et quand je sors de Fleury, ce qui m'a sauvé, on avait un type qui s'appelait Salah, un éducateur, il était bac plus 5 il y a 30 ans, donc maintenant ça vaut bac plus 40, c'était une tronche. Il avait fait un truc au moins, il a fait un truc qui n'existe plus dans les quartiers. Il a transformé une salle de réunion en une salle de quartier. Il a amené de la culture au pied des tours. Il avait compris le blocage géographique chez les jeunes. Pour moi, faire 300 mètres, l'emprise des tours, ceux qui n'ont pas vécu dans des quartiers ne savent pas ce que c'est. C'est comme une sorte d'aimant. Tu ne peux pas sortir de ton quartier. Et lui, il avait transformé cette salle de réunion en une salle de quartier au pied des tours. C'est grâce à lui que j'ai lu mon premier bouquin. C'est grâce à lui que je suis allé au théâtre la première fois. Ce mec, c'était un ovni. Cette salle de quartier, elle n'existe plus. Elle est devenue... je veux pas, voilà, en fait, offenser les gens. Mais donc elle est devenue une salle des vieux, et à chaque fois que je vais au théâtre, j'ai un passement au cœur. Ah ouais. Parce que franchement, sans être insultant, mais si c'est pour jouer au bridge, les vieux ils peuvent aller dans leur appartement, quoi. Non mais c'est vrai. Et donc Jean a dit qu'il allait se faire foutre. C'est un Il y a quand même une question que je voudrais te poser, c'est que un point dépassé, bien des choses qui se passent, mais au fond il y a une chose à laquelle tu tiens, la gloire de tes parents, à la gloire de mon père. Son père, ce héros, et ça tu y reviens là-dessus. Ouais, mais moi non, en fait je pense que ça peut parler à tout le monde, hein. Sans nos parents, vous ne serez pas là, quoi. Et moi je trouve ce qui est dommage en France, c'est que le lien intergénérationnel, il est cassé. Là, je viens de finir un docu sur ma mère, et j'ai même un projet de lancer un grand festival où les mecs viendraient faire des films sur leur maman, parce que moi je trouve c'est ça qui manque. Parce que si tu es aimé par ta maman, et si tu aimes ta maman, a priori tu peux t'en sortir, je pense, dans la vie. Bah non, je pense que c'est la base quand même. Et moi, ma mère et mon père, et mon père pour moi c'est un héros, il savait pas lire et écrire, il quitte son pays, il met au monde 9 gamins.
9 Français. 9 Français. C'est la République qui aurait dû lui dire merci. Au lieu de ça, voyez à qui il donne la Légion d'honneur. Qu'il y a des trafiquants d'armes, non, regardez, qu'il y a des voleurs, qu'il y a des politiques qui ont... Attends, c'est quand même flippant. Moi, je serais pour qu'on donne la Légion d'honneur à des dames comme vous, madame. À des gens qui ont élevé leur monde. C'est pour moi, c'est elles les vrais héros. C'est les mamans, c'est les papas. Mais c'est vrai, c'est eux. C'est eux qui pleurent quand on n'est pas bien. C'est eux qui nous torchent le derrière. C'est eux. C'est à eux qu'il faut mettre en avant. Enfin, on est dans une société où on laisse crever nos vieux même. Faut voir l'état des maisons de retraite. Quand même une honte. Et donc ils se disent civilisation. Putain, la civilisation, c'est en fait plutôt l'homme blanc qui n'est pas rentré dans l'histoire plutôt. Ouais. Parce que il y a les mères qui torchent, mais tu as aussi dans ta mère à toi, de ce que tu en dis, c'est derrière l'illettrisme, toute cette culture, toute cette poésie, en plus tout ce qui t'a apporté. Enfin vraiment, oui, c'est touchant, la façon dont tu parles de ta mère à toi, au-delà du rôle général de la mère et de l'attachement. Oui, en fait, moi, donc ma mère, elle ne sait pas lire et écrire, et quand les gens la voient dans la rue, donc ils la prennent pour une demeurée. Parce que dans nos sociétés à nous, si t'as pas, enfin c'est vrai que si tu n'as pas accès à la culture ou au savoir, mais on le voit bien avec les, enfin voilà, les prolos là, donc en fait je parle d'art, mais c'est la même chose. Quand vous matez la télé, on fait plus du tout on fait plus de reportages sur les pauvres. Les pauvres, on les montre comment les pauvres? On en fait les montre gros, en fait on les montre soit qui boivent, alcooliques, qui donc, frappent leur femme. C'est vrai qu'on en fait honte des pauvres. Moi, ma mère, elle ne sait pas lire et écrire, mais elle a une langue orale qui est très riche. Alors, voilà, donc elle est berbère, et elle me récite beaucoup de poèmes, par exemple. Des poèmes, des belles chansons et tout ça. Quoi. Et voilà, malheureusement, et je remercie la dame qui avait mon livre sur l'Everest, elle me l'avait mise en audio. D'accord. Donc grâce à ça. D'accord. Et c'est vrai que ma mère, elle a voulu apprendre à lire le français, mais c'était trop dur pour elle. Et ce qui est bien dans ce que tu racontes, c'est qu'en plus c'est toi, c'est la façon dont l'amour dégouline dans la famille, et en particulier ce que tu racontes sur tes sœurs, et en même temps cette immense pudeur. Et je trouve que tous ces thèmes sur la pudeur, notamment la déclaration de ne pas dire c'est ne pas penser, c'est quelque chose d'extraordinaire à la fois. Cette force de l'amour en famille, et les baisers qui ont manqué, les fantômes de la tendresse, et c'est ce mélange des deux qui t'ont fabriqué. Mais donc je pense que c'est aussi propre à plein de gens, donc je pense que c'est propre aux vieilles familles aussi normandes, bretonnes et tout ça quoi. On se dit jamais qu'on s'aime, on ne se touche pas. Moi quand j'étais gamin, c'est vrai que je suis pas là pour faire pleurer d'un chenard, mais j'ai pas reçu de bisous. Parce qu'il y avait une telle pudeur, et puis il y avait une différence d'âge. Hein. Moi, mon père, il avait 46-47 ans. Et puis nous, c'est vrai qu'on ne se prenait pas par la main. Mais donc je pense que ça peut parler à plein de familles aussi, à de vieilles familles. Quoi. Et tu te construis avec ça, quoi. Tu te construis avec... Et c'est pour ça peut-être que j'ai des problèmes avec mes relations avec la femme, hein. Avec les femmes en général. J'ai du mal à... Ou ça peut être l'inverse. Par exemple, des fois, je rencontre une fille, au bout de 3 semaines, je vais lui dire que je t'aime, quoi. Enfin, alors que c'est des choses qu'on ne dit pas entre nous. Mais en même temps, ce que tu dis à plusieurs reprises, c'est que les filles, les meufs, ont été pour toi. Jean, les meufs, sois à la page, Jean. Jean, les meufs. Je l'ai dit parce que ça fait un effet bœuf. Les meufs, Jean. Et donc, dans la pratique, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'elles t'ont apporté. Et tu le dis avec beaucoup de simplicité. Alors même s'il y a des problèmes par rapport à un passé, ceci et cela, peu importe. C'est ta vie. Et sur un certain nombre de sujets, par exemple sur la lecture, comment c'est quelqu'un qui... Et ces rencontres avec des filles que tu as eues, qui ont été, peu importe la durée a été ce qu'elle a été, mais ces rencontres qui a été aussi l'Australie, dans toutes les étapes de ta vie, de ce que j'ai cru entrevoir à travers les lignes, de l'importance des filles. Enfin, il est vrai que mes confrères tentent de faire croire que si j'en suis arrivé où je suis arrivé, parce que moi je trouve que ça veut rien dire, un berger du Larzac peut être peut-être plus heureux que nous. Hein. On ne sait pas c'est en fait quoi la réussite entre guillemets, c'est un truc qui ne veut rien dire du tout. Et moi, ma réussite entre guillemets, c'est pas une réussite individuelle, elle est collective. Elle commence, comme je l'ai dit, par Salah, et elle est surtout faite de beaucoup de filles, déjà mes sœurs, ma mère, et aussi, alors à l'âge de 15 ans, je commence à écrire,
Et il y avait ma prof de français, bon, je suis tombé sur une conne, hein, ça arrive, qui m'a dit mais c'est pas comme ça qu'on écrit. Elle m'a ridiculisé devant toute la classe. J'ai plus écrit pendant 15 ans, 20 ans. Et c'est en rencontrant une nana dont j'étais croque, c'est elle qui m'a redonné le goût de la lecture. C'est elle qui m'a redonné le goût de la lecture. Les phrases sans point ni virgule, c'est ça? Voilà. Et c'est en lisant Émile Ajar, La vie devant soi, que je me suis rendu compte que j'avais le droit d'écrire. Parce que moi, avant, pour moi, écrire, c'était un truc de bourgeois. Mais 90%, enfin voilà, vous pouvez aller dehors, hein, 80% des gens qui écrivent des livres, c'est des bourgeois. Et puis, honnête, hein, il y a très très peu de fils de prolos qui écrivent. Mais et associé aussi avec ta bagarre avec les mots. Que voilà, tu avais aussi. dit, avec Pablo ou 3 figues, je crois. C'est pas Pablo, les filles. Bon, coton-tige et figue. C'est un beau mélange. Et donc, effectivement, c'est toute une espèce d'enfermement que tu as connu au niveau des mots. Et ça a été la découverte par l'écriture et du langage de tout ce chemin que tu as fait avec le temps. Mais simplement, tu as évoqué ça là et l'occasion du voyage. Donc, tu as les voyages que tu décris dans l'écolo, mais tu as aussi les voyages, notamment le voyage en Australie, qui je crois a été une bombe. Ça a été magnifique. Alors en fait, en 1989-90, j'ai des petits problèmes avec la justice de notre pays. Bon, voilà, je rentre et il y a notre pote Salah. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission du nouveau ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, Ushuaïa. Il y avait une émission spéciale Australie. Et là, avec mon pote Yannick, on se dit waouh. Et en plus, comme on voulait se barrer le plus loin possible de ce pays, là c'était pas assez loin, on s'est dit qu'on va se barrer en Australie. Et sauf qu'on ne savait pas comment s'y prendre. On est parti voir Salah, notre éducateur, et c'est lui, en 9 mois, il nous a donné un coup de patte. Et en 9 mois, on a réussi, donc grâce à une couscous partie, c'est ma mère qui a fait le couscous, grâce à une paella partie, et grâce à tout ça, on a réussi en 9 mois à avoir 38 000 francs, je crois qu'on avait une bourse de la mairie. Et on est parti pour un premier voyage en Australie en 1993. On a fait Cairns, Sydney, à vélo. Et c'est grâce à ce premier voyage que j'ai tout compris, quoi. Je suis passé d'un arabe qui va t'arracher ton sac à un français. Parce que là-bas, il ne faisait pas la différence entre Guillaume Canet et moi. Parce que quand je parlais anglais donc avec un accent français. Non mais c'est vrai, avec un accent français. Il me disait d'où tu viens, je disais French, Paris. C'était pas comme ici, on me disait pas oui mais t'es de quelle origine? Oh j'adore le couscous, oh le rail, j'adore le rail. Tu sais que j'ai un pote qui s'appelle Farid qui vit au Maroc, est-ce que tu le connais? Je vois pas pourquoi je le connaîtrais. Est-ce que tu connais tous les Normands? Non, tu connais pas tous les Normands. Non mais ça c'est vraiment des trucs vrais qui me sont arrivés. Et donc là-bas, j'ai fait un voyage à vélo pendant 3 mois et j'avais qu'une seule idée en tête, c'est de repartir vivre là-bas. Et donc je suis reparti vivre de 1994 à 2001. Et là-bas j'ai compris plein de trucs. Et j'ai compris des trucs sur ma francitude, que c'est pour ça qu'on avait inventé le droit du sol, c'est qu'on peut être français et basané, que ce qui nous relie nous tous, c'est c'est en fait ce qu'on vit. Moi j'ai les mêmes références qu'Arnaud. Je matais le film de cul sur Canal+ quand c'était. Mais c'est vrai, le soir, comme vous, pareil, je pense aussi. Ce soir sur Canal+, pour un petit peut-être genre. Mais je veux dire, donc non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a les mêmes repères. On lit Le Parisien, même si c'est un journal de chiottes. On regarde France 2, on regarde TF1. Ce que je veux dire, c'est qu'on a les mêmes repères. C'est qu'on est du même pays en vrai. Et on a plus de choses qui nous rassemblent en vrai. Alors je trouve aussi extraordinaire, c'est qu'il a une bon ton de respecter la littérature. Et Montaigne, pour faire croire que je l'ai lu, ce qui est absolument pas vrai. Mais c'est un truc chiant. Que voyager, t'as raison. Et il disait que voyager n'est pas guérir son âme. Donc c'est une grosse connerie, parce que finalement il n'est pas allé à Sydney, lui. Et c'est bien ça, parce que finalement, le voyage en Australie, c'est-à-dire qu'il a fallu que tu ailles en Australie pour te découvrir français, tu as la révélation de quelque chose qui ne sortait pas, hein, et que c'est là-bas que finalement ça s'est passé, que un certain nombre de choses se sont dénouées. Hein, c'est ce que j'ai compris, et que finalement, plutôt que de ce côté marginal, les conneries, Black Bomber, qui adore, ça passionne, ces choses, c'est par ces exploits, cette espèce d'Everest, ce tocard sur le toit, à pipoter, à tricher, enfin, c'est honteux, comme tu viens au salon des livres d'Alençon, l'affiche n'a pas dû être bien faite, c'est une concerne magnifique. Comment tout ce trajet, si tu veux, de provocation, de l'autre, pour arriver à cheminer par une découverte
et la réconciliation avec l'écriture, parce qu'il y a tout le poids d'être bègue au départ, et de ces mots qui se barrent, que tu les décris de façon terrible, qui a été un enfermement, où finalement tu t'es trouvé à fleurir mes yeux, que ça a été un poids terrible, hein, et que tu as réussi par l'écriture, une belle rencontre, à retrouver, à regrimper tout ce terrain, à explorer des choses extraordinaires que tu as faites. Tu es finalement l'homme de l'ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Le blême, ce qui est un peu dommage aussi, c'est que souvent, moi déjà je trouve qu'il n'y a pas que Zidane qui a le droit d'être français. Et que moi, il a fallu que je fasse des choses extraordinaires pour devenir ordinaire, quoi. Pour qu'on voit presque plus ma couleur de peau, quoi, presque. Donc en fait, c'est ça qui est flippant. Et ça, donc c'est ça qui est flippant, en vérité. Et ça tu l'écris en disant, parce qu'on est de l'autre côté du périph', on n'est pas chef d'orchestre, on n'est pas ceci, voilà. Et que donc, on vous admet à un premier niveau, voilà, de base. Oui, on nous aime en footballeur et en rappeur. Voilà. Ah, ben voilà. Mais c'est la même chose que ce que les femmes, elles aussi vivaient il y a 30 ou 40 ans. Pour moi, les femmes et nous, entre guillemets, noirs et arabes qui vivent dans des quartiers populaires, on a le même ennemi commun et on a le même oppresseur. Vous ne touchez pas pareil que les hommes, donc ça, vous savez très bien. Votre oppresseur, c'est l'homme blanc, bourgeois de plus de 50 ans, parisien surtout de surcroît, qui siège à l'Assemblée nationale, sénateur, et qui vous aime que quand vous êtes dans votre case. Il y a de ça 40 ans, quand une femme voulait faire des choses, il fallait voir comment vous l'arrivez. Eh ben, moi, en tant qu'arabe de quartier, j'ai le même sentiment. Même que quand je ferme ma gueule, dès que je commence à revendiquer, mais arrête de te plaindre, ben vous c'est la même chose. Dès que je veux sortir de ma case, on vous enferme dans votre condition féminine, on m'enferme dans ma condition d'arabe de quartier. Mais je suis arabe de quartier comme vous pouvez être. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, voilà. Du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas arabe de quartier. J'ai fait un tour du monde à vélo, je suis allé vivre en Australie, je suis d'abord moi. Et que ce que je veux pas, c'est que je veux pas que si je me trompe, qu'on vienne me péter les noisettes en disant ah tiens, c'est un arabe de quartier. Voilà, je suis le porte-parole de moi, je suis pas le porte-parole de tous les jeunes de quartier. Comme vous, en tant que femme. Et donc ça qui est dommage, c'est que je pense qu'on a le même oppresseur. Alors je pense que j'ai pas répondu à ta question, mais c'était pas grave.